Le 6 piliers du gouvernement souminois, utopie ou réalité. Madame, messieurs, bienvenue dans votre magazine Educ Presse. Vous nous suivez de partout. Vous faites bien. C'est la seule thématique qui fera l'objet de votre magazine. Vous le savez pertinemment, bien que je ne suis pas seul sur ces plateaux. Mes invités sur ces plateaux vont tenter de répondre à toutes nos questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Henri Nguindou, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse. Bonjour à mes co-débatteurs. J'espère que nous aurons un débat véritablement démocratique et républicain. Et je ne cesserai de le dire, c'est toujours un honneur pour moi de prendre parole dans ce colisée d'intellectuels. Merci beaucoup, monsieur Henri Nguindou. Chanchon Moutoupa, première participation de cette année. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, oui. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi principalement, merci. Ainsi qu'à nos co-débatteurs. Je pense que à l'issue de ces échanges, ceux qui nous suivent vont retenir quelque chose. Merci beaucoup. Amigo Saka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En forme. Toujours. Déjà, les gens qui nous suivent régulièrement disent que vous avez des propos très durs à l'endroit des autorités. Toutes les fois que nous avons parlé de Gentini Ngobla sur ces plateaux, vous avez eu de propos vraiment, comme on dit, vous tirez à balles réelles. Mais je me dis toujours qu'on ne met pas du sérieux dans la gestion de la chose publique, alors pourquoi cajoler ces gens comme ça? Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Monsieur Henri Nguindou, je commence avec vous, c'est la grande actualité. Il faut le préciser, la démission de Madame Stéphanie Mbombo. Je dois lire l'article. Cette démission qui fait jaser, il faut le préciser, Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnelle depuis le mardi 18 juin. On peut dire que ça sent déjà mauvais au sein du gouvernement souminois quelques jours après. Première démission, votre réaction par rapport à cela? Merci beaucoup de la question. Souffrez que je vous dise quelque chose de très important dans le sens que lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il a dit au début de son mandat que la justice congolaise, elle est malade. Elle continue toujours à être malade. Tout à fait. Cette maladie, nous l'avons aussi déplorée et constatée, mais personne ne pouvait, n'est-ce pas, apporter des remèdes pour que cette grande institution, n'est-ce pas, qui pilote la justice dans notre pays soit guérie. Et je suis très content parce que cette justice a fait des progrès. Avec ce que j'ai constaté. Hier, j'ai été au niveau du Conseil d'État où j'ai observé avec satisfaction la réhabilitation du directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, à la suite de la suspension dont il a été victime avec le ministre de l'Intérieur suite à l'arrêté ministériel portant suspension de ses tâches. Mais vous savez, lorsque ces messieurs sont réhabilités, je me dis c'est un très bon pas pour notre justice parce que l'ONUP a un travail énorme à faire, notamment dans le recensement de la population, notamment dans l'octroi des cartes d'identité à tout citoyen congolais. On devra connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que les derniers recensements, ça va vous étonner, réalisé dans notre pays date il y a maintenant 40 ans. Et je crois que c'est déjà un très bon pas, un très beau saut de lion pour notre justice. Alors revenons à la question de Mme Stéphanie Mbombo. Vous savez, au début de la composition du gouvernement, plusieurs ont dénoncé, n'est-ce pas, l'absence criante et remarquable de la grande province du Maniema, au-delà du fait que Mme Mounana, qui est ministre des Affaires sociales et dans le gouvernement, comme représentante du Maniema, l'on voulait que les Maniema puissent avoir une piscine de pouvoir beaucoup plus élargie que d'avoir un seul poste. Alors, j'ai appris de mes câbles à la présidence que le départ de Mme Stéphanie Mbombo, c'est ici pour répondre à cette inquiétude-là. Est-ce que ça devait se faire comme ça? Mais écoutez, la récente réunion qu'a eu les membres de l'Union sacrée avec le Présidium, c'était notamment une rencontre de mécontentement où les députés ont fait savoir, n'est-ce pas, aux membres du Présidium que le Maniema n'est pas représenté. Il y a eu des frustrations au lieu de l'Union sacrée. Alors, cette grande plateforme devra, n'est-ce pas, tirer les leçons
de ceux qui sont mécontents et essayer d'avancer. J'ai aussi appris que Mme Stéphanie Mbombo se serait mal comportée dans une récente mission à Brazzaville avec le président Sassou Nguesso, mais le vrai débat n'est pas là. Ici, nous sommes dans un débat où il faut recadrer les choses, il faut que chaque zone linguistique et géographique... Donc, si je comprends bien, elle n'a pas démissionné de son plein gré. Elle a été, en quelque sorte, écartée. Selon vos propos. Ce ne sont pas des choses que les politiciens vont les dire aisément, comme nous le disons, mais la réalité, elle est celle-là. C'est question de répondre aux frustrations des députés en ce qui concerne cette absence en termes de représentativité de la province du Maniema. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou. Vous le savez, les propos tenus n'engagent que son auteur. Monsieur Chanchon Moutoupa, je suis... Mais pourquoi vous rigolez? Parce que je pense déjà à ma réponse. Ah, d'accord, c'est une très bonne chose. Selon Henri Nguindou, la démission de Mme Stéphanie Mbombo, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à sa démission, entre autres son comportement au Congo-Brazzaville, et puis le Maniema qui n'a pas vraiment, qui ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement souminois. Vous pensez que si cela s'avérait vrai, c'est comme ça que les choses devraient se passer dans un pays démocratique comme le nôtre? Bon, j'aimerais ne pas être tranchant, mais véridique. Très véridique même. Merci beaucoup. Déjà, à entendre votre question, vous nous donnez l'impression de ne pas croire même à ces différentes raisons qui sont données. C'est une impression, c'est une impression. C'est l'impression. J'ai parlé de l'impression que vous nous donnez en posant déjà la question. Très bien. Et une ministre qui arrive, qui est nommée par ordonnance présidentielle, dont le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale, qui est représentée par plusieurs, donc l'Union sacrée a plus de 400 membres, si je ne me trompe pas. C'est la même Union sacrée qui avait demandé à ce qu'il y ait représentativité du Maniema. Très bien. Mais cette Assemblée nationale investit ce gouvernement-là. Qui, selon eux... Après beaucoup de tractations, il faut le préciser. Oui, après beaucoup de tractations, qui, selon eux, n'est pas représentatif. 2 jours ou 3 jours après, c'est le premier conseil de ministres. Madame la ministre est présente. Elle a assisté. Nous nous réveillons un beau matin. On nous dit, voilà, madame a démissionné. Et on veut nous faire croire que elle l'a fait parce qu'il n'y avait pas représentativité de la province du Maniema. Est-ce que nous sommes encore sérieux? Est-ce que nous sommes encore sérieux? À moins d'une semaine, un membre du gouvernement qui démissionne. Parce que nous n'avons pas une presse à scandale ici chez nous. Si nous l'avions comme ailleurs, ça serait scandaleux. Ça nous donne même envie de nous poser la question de savoir, est-ce que ceux qui nous dirigent, ils prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire? Ces gouvernements qu'on nous a présentés, il y a eu, nous avons connu, je pense, plus de 2 mois de tractation, ou 6 mois même de tractation. Comment ces gens-là, les formateurs de ces gouvernements, ne pouvaient pas se rendre compte que la province du Maniema n'était pas représentée ou assez représentée? Moi, je pense plutôt que les services du chef de l'État doivent l'aider. J'ai l'impression qu'on ne l'aide pas assez. Parce que ça nous donne l'impression qu'il y a beaucoup trop d'amateurisme autour de... Le mot est trop fort, Chicha Moutoupa. Bon, j'avais dit... Le mot est trop fort. Bon, si ça dérange... Avec révérence, veuillez retirer, s'il vous plaît. Je retire. Merci beaucoup. Mais seulement, on a l'impression que ceux qui doivent faire les travaux, parce que quand on constitue un gouvernement, parce qu'on nous a appris même on a demandé à ce que les différentes composantes de l'Union sacrée puissent envoyer 3 noms. C'est à ce niveau-là que ça devait se gérer. Et là, maintenant, nous avons l'impression qu'on veut gérer cette histoire-là à la place publique. Et toutes les raisons du monde qu'on peut avancer par rapport à cette démission-là, moi, je ne trouve pas une raison d'être. Parce qu'il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Même avant
l'investiture, on pouvait nous faire ces coups, j'allais dire coups de théâtre, mais ces coups-là, Vous l'avez déjà dit. on pouvait bien nous faire ça, que non, voilà, il y a tel ministre qui était nommé, mais pour des raisons de santé, pour des raisons de ceci, ne pourra pas continuer avec l'équipe et les remplacer par telle personne. Mais à moins d'une semaine d'une investiture, du tout premier conseil de ministres, voire une ministre qui démissionne, ça laisse à désirer. Merci beaucoup, Chanchon. Moutoupa, on va à présent prendre Amigo Saka. Mes câbles m'ont dit, je vais emprunter les mots de Henri Nguindou. Mes câbles m'ont dit que la dame a démissionné parce que elle ne voulait pas faire l'ombre de F. Bazaïba. Bon, peu importe les raisons, en tout cas, c'est déjà mal parti pour ce gouvernement. Moi, je prends la version officielle où on parle de convenance personnelle, mais c'est mal parti. Okay. Chanchan parle qu'on n'a pas de presse à scandale, mais je me dis aujourd'hui au Congo, il est avéré que les scandales ne scandalisent plus personne. Parce que ça, ce sont des histoires qu'on ne pouvait pas vivre. On a attendu ce gouvernement pendant plus de 6 mois. Et on nous installe un gouvernement, à peine on démarre et on part avec des démissions. Donc, peu importe les raisons, je ne sais pas c'est quoi la vraie raison, mais c'est déjà mal parti. Mais selon vous, c'est quoi la vraie raison? Selon vous? Non, moi je pense ce qui est officiel. Henri Nguindou a présenté 2 raisons. Oui. Le scandale qui s'est produit au Congo-Brazzaville, et puis la représentativité du Grand Maniema. Et puis moi, mes câbles m'ont dit que elle s'est dit, elle a fait de très bonnes études, elle ne peut pas accepter de faire l'ombre de F. Bazaïba. Voilà pourquoi. Parce qu'elle venait de la présidence, bon, cette dame. Si on prend même toutes ces raisons-là, mais quand on composait le gouvernement, pourquoi on n'a pas réfléchi là-dessus? On ne savait pas qu'elle allait faire l'ombre de F. Bazaïba, ou on ne savait pas que les Maniema n'étaient pas représentés. Non, ça c'est vraiment des prétextes qu'on cherche. Mais Madame Souminoua doit très vite rectifier les tirs. Et là, vraiment, ça nous laisse un peu... Ça demande beaucoup de réflexion de nos services. Comment on arrive à laisser des personnes comme ça devenir ministres pour que 2-3 jours après, on nous brandit convenance personnelle, je lâche. Non. Les services, normalement, il y a toujours des... Comment on appelle? Des enquêtes d'antécédents, on voit, et puis on les propose. Mais je pense que, j'ai l'impression que ce travail ne se fait plus. Et voilà, bon, Madame Souminoua doit se ressaisir. C'est déjà mal parti avec ces scandales ici, mais bon, on va voir comment il va rectifier les tirs. Merci beaucoup, Amigo Saka. Monsieur Henri Nguindou, je suis avec vous. Je voudrais bien que l'émission de ce jour soit pédagogique pour que les gens qui nous suivent à la maison puissent comprendre, parce que la semaine dernière, j'étais à l'UCC, les étudiants de l'UCC m'ont approché pour me dire qu'ils aiment suivre la plus grande production du pays. Mes amis de l'UCC, je vous salue. C'est quoi le problème? Non, allons-y. Voilà, merci beaucoup. Ne me combattez pas, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Henri Nguindou. Si déjà le gouvernement Souminoua commence avec ses petites erreurs, que doit être fait maintenant pour recadrer le tir, comme l'a dit Amigo Saka? Parce qu'on ne voudrait pas que nous puissions passer du temps en train de tournoyer, de faire du surplace, alors que la RDC en ce moment, c'est un pays chantier où tout est priorité. Que faire pour recadrer le tir, changer des fusils d'épaule pour avancer? Vous savez, lorsque vous avez posé les postulats de cette question, j'étais en train de voyager en esprit pour voir un peu dans le passé, dans l'historicité politique de notre pays. Je connais des hommes et des femmes nommés Premier ministre. Le lendemain, ils ont rendu
n'est-ce pas, l'établir. Donc, la démission de Mme Stéphanie Mbombo, je ne voudrais pas que l'on prenne cette démission au premier degré. Parce que lorsque l'on ne se sent pas dans sa peau, dans une fonction, la moindre des choses pour ne pas laisser la clameur publique être scandalisée, c'est de rendre sa démission. Nous voyons dans des pays un peu beaucoup plus civilisés, lorsque quelqu'un sent qu'il n'est Ce n'est pas dans les habitudes de Congolais. Mais c'est un premier réflexe qu'il faut saluer, parce que là, nous avons Stéphanie qui a décidé, n'est-ce pas, de lâcher la main du gouvernement. Mais je crois aussi, comme l'a dit mes co-débatteurs, que ce travail pouvait être fait bien avant, avec toutes ces raisons, voyez. À moins qu'il s'agisse d'une faute lourde, n'est-ce pas, dans le chef de Mme Stéphanie Mbombo. Mais moi, je crois qu'en temps normal, la démission, c'est voilà, une rupture d'un contrat qu'on a eu avec une personne sur base des indicateurs que nous estimons être des indicateurs objectifs. Alors, ici déjà, nous sommes dans ces bateaux où Madame a rendu sa démission, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais je crois que la Première ministre, Madame Judith Tubina Suluka, devra, n'est-ce pas, suivre de près en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces contrats de performance avec chaque ministère. Parce qu'il faut dire, l'attente a été longue. Vous voyez, nous avons attendu ces castings pour avoir le membre du gouvernement. Oui. Et là, cette série de démissions, elle est la première pour le gouvernement Soumina. J'espère qu'il n'y aura pas la deuxième, encore moins la troisième. Donc, oui, voilà. C'est encore une femme. Bon, c'est encore une femme qui est partie. Moi, je estime à mon niveau... Ça, c'était important. Non, très important. La première ministre est femme, et puis c'est la première dame aussi qui voilà. Je voudrais bien avoir... Du gouvernement. Je voudrais bien avoir Félicité sur ces plateaux pour vous contredire. Moi, je crois, cher Paul Giresse, que la démission voilà, est un réflexe normal. Ne dramatisons pas les faits, n'est-ce pas? Laissons madame... Voilà. C'est un non-événement. Non, je ne dirais pas non-événement, mais je me dis, c'est un réflexe normal. Je peux démissionner cette émission, mais c'est un réflexe normal. Ça ne va pas faire un scandale, non. Je crois que ne cherchons pas le diable dans les détails, dans le petit méandre. Voilà, ce qui est fait. Ben voilà, cela n'a pas changé. Et d'ailleurs même, c'est pas entre nous soit dit. Lorsque vous regardez les fonctions régaliennes dans ces gouvernements, Madame Stéphanie Mbombo... Elle ne pèse pas. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, attention. Elle n'est pas à une fonction de croiser des chemins. C'est vrai que la question du climat économique, c'est une question importante. Mais voilà, ce n'est pas le VPM de la défense qui démissionne. Et même si c'était le cas. Donc voilà, ne scandalisons pas les faits. Ce sont des événements qui arrivent, c'est un réflexe normal. Mais voilà, tirons les leçons et essayons d'avancer. Merci beaucoup. Amigo Sakasaka, on va maintenant entrer dans le pilier en question. Il y en a 6. Oui. Le premier pilier, on va comme ça réfléchir à haute voix. Le premier pilier, créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. J'ai comme l'impression, chaque gouvernement, ça devient répétitif, ça devient récurrent. Rien de nouveau. Création d'emplois. Comme vous pensez que ça sera réel, palpable, ou nous sommes en train de rêver? Bon, la réalité, c'est ce que nous souhaitons tous. Nous souhaitons que ces piliers soient concrétisés. Mais il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Si vous voyez les 5 chantiers, c'est pratiquement les 5 chantiers quand on lit ces piliers, création d'emplois. Non, c'est pas méchant. C'est les 5 chantiers. Vous voulez dire que la première ministre a fait du copier-coller? Non, je ne dis pas qu'il a fait du copier-coller, mais j'ai dit que c'est du déjà entendu, du déjà vu. Donc, c'est les 5 chantiers pratiquement. Donc la les création mêmes effets vont produire... Non, maintenant, c'est là où maintenant on attend. On attend maintenant comment elle va s'y prendre pour concrétiser cela. Mais c'est du déjà vu, du déjà entendu. La création des emplois, bon, comment ça va se passer? On attend voir qu'est-ce qu'il va mettre en place. Elle demande de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Comment ça va se passer? Parce qu'on a vu avec les bâtisseurs Sama... Il y a déjà les bâtisseurs qui font du bon boulot. Oui, les Koulouna, cette approche-là aussi, moi, je suis toujours pas d'accord avec ça, avec les services nationaux qui prennent des Koulouna pour faire cette approche. Moi, je n'adhère vraiment pas. Pour moi, on devrait sélectionner dans chaque province
un nombre de jeunes, 200, 300, et on les amène là-bas pour commencer à bâtir. On ne doit pas seulement sélectionner les Koulouna. Donc, on va voir comment ça va se passer, parce que Sama Lukonde, on l'a vu, il a patiné pendant au moins 3 ans. Il n'a pas réussi à stabiliser. Il a patiné? Oui, il a pataugé. Il n'a pas réussi à stabiliser les cadres macroéconomiques, les taux d'échange, les dollars qui ne faisaient que grimper. Bon, maintenant, madame dit qu'elle va essayer de ramener tout ça à la normale. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Comment il va créer des emplois. On attend voir les actions, mais nous souhaitons qu'on puisse vraiment concrétiser ces piliers pour que ça ne soit pas un slogan comme on a eu à l'entendre dans le passé. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Nous parlons création de plus d'emplois et protection du pouvoir d'achat de ménages. Chanchon Moutoupa, amigo Sakasaka l'a dit sans gants, l'a dit à bout portant, que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous partagez son point de vue? Bon, moi j'ai peut-être un point de vue un peu contraire à mon ami et frère Amigo, mais seulement je dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Nous pouvons faire quelque chose. Déjà, ce que j'ai aimé, oui, dans ce que Madame Toulouka nous a proposé, elle est venue avec un budget, comment on l'appelle, budget programme. Très bien. Parce qu'elle est allée sur 5 ans. Elle s'est étalée sur 5 ans. Mais seulement, ce qui tique, c'est que nous n'avons pas la culture de redevabilité. Sama Lukonde devait nous dire, même Madame Toulouka, nous dire que, voilà, pendant les 5 dernières années, comme elle nous a amené un projet de budget programme, elle devait nous dire en 5 ans qu'est-ce qui a été fait. Si nous prenons le volet emploi, mais combien d'emplois ont été créés? Fait souvent dans les briefings. Dans le briefing. Bon, j'aimerais pas descendre sur ce terrain-là. Mais c'est ce elle devait faire, nous présenter ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait. Moi, je pense que c'est pas impossible, mais seulement nous devons cerner les priorités. C'est vrai que tout est prioritaire chez nous, mais pourquoi il y a 6 piliers? C'est qu'il y a de priorités. Très bien. Donc, nous devions commencer par quelque chose. La création de l'emploi, on le chante, comme l'a dit mon ami Amigo Sakasaka, c'est depuis Mobutu, c'est depuis. Non, il faut mettre une politique. Les pêcheurs, les mamans maraîchères, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir le secteur de cette agriculture-là? Nous le voyons ailleurs. Comment est-ce qu'un agriculteur français, par exemple, est respecté? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On doit mettre de stratégies et nous devons déceler les vraies priorités. Très bien. Elle a dit, comme deuxième pilier, c'est... protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Ça aussi, c'est un problème très sérieux. On va en parler. Mais pour protéger le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer les salaires. Très bien. Il faut améliorer les salaires. Pour améliorer les salaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut booster la production. Nous devons partir de quelque chose et avoir un très vaste programme alléchant et tout ça, c'est bien beau. Mais nous commençons par quoi? Quel est le pilier principal par lequel nous pouvons commencer? Si c'est les routes de dessert agricole, commençons par là. Sacrifions même à 1 année, 2 ans, 5 ans. Mais dans l'opinion, oui, dans l'opinion publique, on va retenir de cette gouvernance-là, c'est le régime X qui avait réhabilité, construit toutes les routes des desserts agricoles. S'il faut, je ne sais pas moi, booster l'agriculture, trouver une stratégie, s'asseoir là-dessus, encourager, renforcer, avec tous les moyens possibles, le secteur de l'agriculture, de l'élevage et tout ça. Même si on perdait 5 ans, les gens, moi je ne suis pas politique, hein, mais les politiques veulent
demeurer au pouvoir. Vous coachez les politiciens. Oui, ils veulent demeurer au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous léguez à la nation? Très bien. Qu'est-ce que vous léguez à la nation? Donc, moi, je pense que ce n'est pas impossible, mais seulement, ils doivent cerner les vraies priorités qui seraient, le premier chaînon d'une longue suite. Merci beaucoup, Chanchan Moutoupa. Il faut cerner le vrai priorité. Monsieur Henri Nguindou, on parle de création d'emplois et protection du pouvoir d'achat des ménages pour Chanchan Moutoupa et Amigo Sakasaka. Oui, ce sont des chapelets de bonnes intentions, mais le problème va se constater dans la concrétisation. Vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas le point de vue de mes co-débatteurs. Bien entendu, chacun a son point de vue. Bien sûr que oui. Mais il faut ici dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, s'est montré en génie créateur, défiant toute concurrence déloyale, toutes les théories politiques de l'opposition. Lorsqu'il a pris les pouvoirs en 2019, lorsqu'il revient encore avec un autre mandat, lorsque vous voyez ces gouvernements de près, je l'ai surnommé gouvernement des pitbulls. Parce que ce gouvernement est venu pour tout casser. On Moutamba est venu avec un pitbull. Ben voilà. Donc le gouvernement se casse lui-même avec la démission de la ministre. La démonstration est venue. Donc, comme c'était avant le gouvernement des Warriors, c'était le gouvernement des pitbulls. C'est un gouvernement des pitbulls. Vous savez pourquoi? Parce que... Il faut dire qu'il y a un conseil des ministres qui a siégé sur les pitbulls. Les pitbulls. Pour défendre la circulation. Cher Paul, je reste. Pour continuer à rigoler. Il souffrait que je vous dise quelque chose, c'est que c'est un gouvernement des pitbulls parce qu'il suffit de voir, parce qu'il faut dire que le récent gouvernement de Samalou Kondé, j'ai toujours dit, je l'avais dit, que c'était un gouvernement à la fois défensif et offensif parce que le président, sachant que c'était à la fin du premier mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté d'avoir la proposition des délégués des partis politiques. Il a souhaité avoir les autorités morales dans son parti politique. Comme ça, si les bateaux vont couler, on va couler ensemble. Okay. Alors, lorsqu'on revient avec celui-ci, c'est vrai une stratégie du chef. Une stratégie politique, en fait. Mais lorsqu'on revient avec le nouveau gouvernement, avec Mme Judith Suminon Toulouka, vous allez voir que c'est vrai, nous avons les autorités morales dans ce gouvernement, notamment Jean-Pierre Mbemba et consorts. Boussa. Boussa et les autres. Mais lorsque vous observez de près, au niveau de fonctions que j'estime régaliennes, le VPN, on n'a pas 3 VPN. C'est qu'on a une série de VPN qui démontre que le président a souhaité que chaque question qui concerne la population congolaise, qui concerne l'État, soit épluchée avec précision et concision. Vous voyez? Lorsque l'on parle de la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat de la population, du ménage, mon co-débatteur a soulevé l'aspect de régime Mobutu. Mais lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, qu'est-ce que Mobutu fait? Mobutu fait un effort, n'est-ce pas, de rétablir les aïeux comme étant une plaque tournante en Afrique sur le plan économique. Très bien. Et là, on était fiers de s'appeler les aïeux-rois. Parce qu'on s'habillait bien, lorsqu'on part en Europe, on t'appelle les aïeux-rois, tu es respecté. Mais c'était aussi un mécanisme de créer les emplois avec les jeunes. On a vu à l'époque, les jeunes universitaires qui n'avaient même pas fini leurs études étaient ministres, étaient responsables des structures. Voilà. Ce qui revient à dire ici que lorsque ces gouvernements arrivent, ils arrivent dans un contexte difficile, où le pays est déchiré de gauche à droite, où le franc congolais loge dans la veste du dollar, ce qui est un danger au fait. Vous voyez? J'estime à mon niveau que les ambitions affichées par le gouvernement sont de très belles ambitions. Mais il faut trouver des moyens. Et il faut trouver des moyens pour créer l'emploi pour la jeunesse. Très bien. Il faut trouver des mécanismes de fiscalité, des mécanismes économiques pour essayer de protéger le pouvoir d'achat. Parce que si nous ne prenons pas garde, cher Paul Giresse, j'en suis convaincu, nous allons revenir, n'est-ce pas, au même cri du départ. On n'avait pas le moyen, on a été combattu. Mais j'estime à mon niveau, comme on dit souvent, que l'espoir fait vivre. C'est le peuple qui va souffrir. Tout à fait. C'est le peuple qui va écoutez, en pâtir. Et Paul Giresse, retenez ceci. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a fait du premier pilier création d'emplois et protection du pouvoir d'achat. C'est le chef de l'État ou la première ministre? Mais écoutez, tout est parti, n'est-ce pas, du discours d'investiture du chef de l'État au sein de Martigues lorsqu'il a évoqué le pilier de son gouvernement. C'est comme ça que ce casting fait avec Mme Judith Suminon Toulouka, qui est d'ailleurs le prolongement de cette intelligence. Elle est partie dans la même veine que le président.
lorsque vous revenez sur le programme du État au Stade des Martyrs, on parle de la création d'emplois. Et d'ailleurs, même Paul Giresse, on ne doit pas oublier une chose. La création d'emplois plus la protection du pouvoir d'achat de la population ou du ménage, ça fait 30% du budget global qui est ici proposé par madame. Donc, ce n'est pas une question sur laquelle nous devons aborder avec beaucoup de légèreté. Non, c'est une question importante parce que lorsque ça ne va pas, la population va crier et ça va être sur les dos du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Henri Nguindou. Pour vous qui nous suivez sur votre magazine Ejuk Presse, nous parlons de cette thématique combien importante et importantissime, le 6 piliers du gouvernement cheminois, utopie ou réalité. Les points de vue divergent de partout. D'autres croient que ça peut se faire, d'autres disent que les mêmes causes vont produire le même effet. Amigo Sakasaka, on prend le deuxième pilier, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, se promener à Kinshasa vers 23h, c'est déjà compliqué. Vous, déjà, à 19h, vous êtes à la maison. Mais d'autres personnes à 23h, c'est compliqué. Il y a de Koulouna, il y a d'autres policiers qui dérangent les paisibles citoyens. Ouais. Ces piliers a vraiment sa raison d'être dans le programme du gouvernement Souminou. Bien sûr, avec tout ce qui se passe à l'Est. Vous savez, nous avons un territoire de plus de 2 345 000 km². C'est vaste. C'est toujours le même chiffre ou... Non, rien n'a changé jusque-là. C'est toujours les mêmes chiffres. 410, je crois, à la fin, ou quelque chose. Je demande, c'est toujours le même chiffre. C'est toujours le même chiffre. Bon, bien que... Il n'y a pas de bornes déplacées. C'est les mêmes chiffres. Okay. Vous savez, c'est un vaste territoire qu'il faut sécuriser. Et là, on doit avoir aussi une réflexion là-dessus. Nous avons besoin de combien d'hommes, donc en termes, quand on parle de notre armée, un tel territoire mérite une protection de combien d'hommes? Très bien. En termes de militaires. 100 000, 200 000, 300 000, ça il faut définir. Et il faut avoir quel type d'équipement, quel type de matériel pour sécuriser ces territoires-là. Déjà sur le plan national, ça c'est pour les frontières. Oui. Il faut très bien définir et donner les moyens conséquents. Moi, je suis d'accord avec le président qui a augmenté les budgets de l'armée à 1 milliard. Moi, je crois qu'il faut aller encore au-delà. Il faut suffisamment équiper l'armée, il faut suffisamment avoir... Est-ce que l'argent en question va servir à la mission voulue? Parce que nous savons que le gouvernement peut débourser une somme. Mais lorsque nous appelons les katakata, lorsqu'on en fait un pilier comme ça, donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait des mécanismes de suivi pour que les choses aillent comme on le souhaite. Ce n'est pas un pilier cosmétique pour la vue. Non, il faut pas. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que ça soit un pilier cosmétique. On veut vraiment que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, il faut des mécanismes de suivi et tout. Même pour la sécurité intérieure. Avec nos policiers dans nos villes, nous avons besoin de combien de policiers ils doivent être équipés. Comment sécuriser toutes les personnes et leurs biens. Donc c'est tout ça. Amigo Sakasaka, restons dans la logique des policiers d'abord. Ouais. Dans quel état se trouvent aujourd'hui les sous-SIAT? Bon, les sous-SIAT, on fait comme on peut. On fait avec, mais ça aussi, c'est un sérieux problème. C'est ça. Vous voyez, il nous faut beaucoup de réflexions dans plusieurs secteurs dans ces pays. Très bien. Mais les sous-SIAT, là, vous allez même dans des sous-SIAT, il n'y a pas de toilettes. Ces conteneurs-là, on peut les améliorer. Quand la MONUSCO est arrivée ici, on était un peu surpris, étonnés de voir comment ils construisaient un peu avec des conteneurs. C'était beau. Il y avait des toilettes Oui, des toilettes, des conteneurs. Mais on ne peut pas s'inspirer de ça pour arranger ne serait-ce que nos sous-SIAT comme ça. Ça, il faut aussi des réflexions et trouver des moyens pour essayer un peu de mettre nos policiers dans des conditions. Dans des conditions. Et il y a aussi un autre aspect, l'aspect de l'électricité. Très bien. Il faut
faire en sorte que ce pays soit électrifié. Mais il y a une semaine, les gens chantaient sur les réseaux sociaux que le courant est stable. Moi, je me demandais c'était dans quelle commune. Bon, on a dit qu'il y avait des problèmes, maintenant qu'on a arrangé. Dans certaines communes ou coins où il y a de la stabilité, le courant est rétabli parce qu'avant il y avait des perturbations. Okay. Mais maintenant ils ont le courant stable. Okay. Bon, si chez vous il n'y en a pas, donc vous restez comme ça. Mais il faut. Mais c'est méchant de dire ça. C'est méchant de dire ça. Non, mais il faut vraiment donner de l'électricité parce que l'électricité crée beaucoup d'emplois. Très bien. Si vous donnez de l'électricité, vous créez des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup d'industries qui n'arrivent pas à fonctionner à cause de l'électricité. Il y a beaucoup de petits commerces qui ne savent pas démarrer à cause de l'électricité. Donc, s'il y a de l'électricité, vous verrez, il y aura des boulangeries, il y aura des maisons. Et ça peut être une source de création de beaucoup d'emplois dans ces pays. Mais pourquoi la majorité d'emplois se trouve entre les mains des étrangers? Vous ne voyez pas que ça, en quelque sorte, ça peut influencer négativement l'économie du pays? Parce que tout l'argent qui entre, ça ne circule pas ici. Mais c'est la politique que nous avons adoptée. C'est nous qui avons laissé faire. Adopté ou imposé? Non, nous avons laissé faire. C'est nous qui avons laissé faire parce qu'on pouvait bien promouvoir nos entrepreneurs. Ça nous demande quoi de financer tous ces jeunes entrepreneurs. Les chefs avaient un projet de faire des millionnaires congolais. Oui, mais on en est où jusque-là? Tu en comptes combien toi-même? C'est bien, c'est bien. Nous tous, nous le souhaitons. Nous voulons qu'on ait des millionnaires congolais. Merci beaucoup. Nous voulons qu'on puisse même produire des cure-dents ici. On peut le faire. Mais il y a déjà une usine qui en produit. J'ai vu l'inauguration. Congolais. Oui, des cure-dents. Chacha Moutoupa, vous avez la parole. Vous avez la parole. On parle protection, vous faites protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, c'est un problème très, très sérieux. Mais le gouvernement soubinois doit faire quoi concrètement pour y arriver? Mais moi, j'aimerais prendre plus la protection. J'aimerais réagir par rapport à la sécurité en interne. Très bien. Quelle est la qualité des policiers recrutés? Posons-nous d'abord cette question-là. Ailleurs, quand vous allez, un policier, c'est un boana, c'est un monsieur. Police signifie, ça vient du grec, qui signifie cité ou ville. Quel est le type de personnes qu'on engage dans nos services de sécurité? C'est une grande question, que ce soit dans l'armée, que ce soit surtout dans la police. Donc, nous devons réfléchir là-dessus. Qui peut devenir policier? Très bien. Ce n'est pas qui veut, oui, qui peut devenir policier. Nous devons réfléchir sur cette question-là. Mon frère ici présent, Amigo Sakasaka, a brossé un peu, a donné une sorte de solution. L'emploi. Ces jeunes gens, les Kuluna, qu'est-ce qui les amène à faire le Kuluna? Il y a un secteur dans ces pays, un sous-secteur de l'éducation nationale, sur lequel on ne mise pas beaucoup. C'est la formation professionnelle. Très bien. Une fois, je ne sais pas si c'est sur ces plateaux ou un autre, je l'ai dit, la majorité de nos parents qui ont travaillé avant les années 60 n'étaient pas universitaires. Ils étaient formés dans tous les secteurs. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de relève. Donc, il faut encourager, mettre beaucoup de moyens dans le sous-secteur de la formation professionnelle. Qu'on ait au moins une école de formation dans une grande école. Et puis, bien équipée dans chaque commune. Ça va déjà décourager certains enfants à aller s'adonner à ces phénomènes que nous décrions tous, les phénomènes Kuluna. Quand il faut créer de l'emploi, quelle est la mentalité de nous-mêmes, les Congolais? Très bien.
Moi, j'ai vu dans cette ville, j'ai entendu des personnes être chantées parce qu'ils avaient des milliers de dollars. Ils avaient des millions de dollars. Ils en ont fait quoi? Ils en ont fait quoi? Nous-mêmes, nous devons être entrepreneurs. Si ces gens-là viennent, les étrangers, moi, j'aime pas me victimiser. Ils ne sont pas venus nous maltraiter. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous entreprenons? Vous verrez une jeune fille se promener avec un téléphone qui vous revient autour de 1000 $, 800 $. Mais si on vous montrait la douche où elle se lave, en tout cas, c'est vraiment le jour et la nuit. Elle est entrepreneur. Or, elle est entrepreneur, mais elle ne sait pas améliorer ses conditions de vie. Elle marche avec... Mais il faut commencer par améliorer ses propres conditions de vie. Mais si nous-mêmes, nous avons ces problèmes-là de mentalité, qui viendra nous changer? Dans ces pays, il y a une banque appartenant à un Congolais. Je pense à Kindwelo, si je ne me trompe pas. Il était propriétaire de la banque de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est des expatriés. Et surtout, pour enrichir mon propos, c'est nos frères africains qui viennent ouvrir des banques ici, chez nous. Quel est ce Congolais qui a eu ce courage-là, comme Kindwelo l'avait eu dans le temps, pour dire, voilà, moi, je commence et j'attends un appui. Mais malheureusement, il a été combattu par les Congolais et surtout les politiques. Donc, nous devons laisser la politique aux politiciens et les politiciens laisser les autres faire leur travail. Eux, ils mettent en place des programmes et avec l'argent que nous leur donnons, ils viennent en appui. Ils ne sont pas là pour vivre comme des princes, comme des rois, non. Ils sont nos serviteurs et ils doivent les comprendre. Nous ne devons pas les cajoler. Nous ne devons pas les cajoler. Nous devons leur dire la vérité de manière à ce que eux, ils puissent changer nos conditions de vie. Et c'est en ces moments-là qu'un jour, on pourra applaudir pour cette classe dirigeante. Merci beaucoup, Chacha Moutou. On va prendre le dernier pilier parce que le temps nous est vraiment imparti. On prend on va parler de services publics. Renforcer les capacités de services publics. Monsieur Henri Nguindou, aujourd'hui, le service public devient comme... Les sous-traitants. Je cherche un mot qui ne va pas déranger. Trouvez-les. Ça devait être quelque chose du genre dépotoir, où aussitôt nommé, vous prenez vos oncles, vos tantes, vos neveux, vous le placez là, et puis c'est vraiment un truc du genre bouillabaisse, marmaille, tout se passe sans respecter la norme. Vous ne pensez pas que c'est une bonne idée pour la première ministre de renforcer les capacités de service public afin de verrouiller un peu, savoir qui doit être appelé fonctionnaire de l'État et qui ne doit pas l'être? On vous écoute. Très bonne question, cher Paul Giresse. Je vais y revenir, mais souffrez que nous puissions voyager dans les temps. 3 secondes. En ce qui concerne la question de la sécurisation de notre territoire national, qui est une question qui relève de la souveraineté de l'État. C'est dans un domaine réservé de l'État. Il y a plus de 3 décennies que la région de l'Est est victimisée et meurtrie, n'est-ce pas, par cette guerre injustifiée et injuste que nous imposent nos voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui est souvent le moins cité. Cher Paul Giresse, depuis 1959, il y a plus de 22 accords signés dans la région de Grand Lac afin de stabiliser cette région. Lorsque vous lisez les rapports mapping, vous allez tomber en poisson parce qu'il y a un chiffre énorme de morts et ce sont des Congolais et Congolaises. Vous voyez un peu. Lorsque vous voyez de près la situation qui est intervenue ici à Kinshasa avec M. Malanga qui a fait un coup d'État raté, lorsque vous voyez de près, n'est-ce pas, la montée en puissance du M23 sur notre propre territoire, il y a de quoi se poser la question, prendre la question à bras le corps, la question de la sécurisation, n'est-ce pas, du territoire national. Et cette question prend 30% du budget qu'a présenté Madame. Moi, j'estime ici que la sécurisation de notre territoire national est une question d'une grande importance parce que
si nous ne sommes pas en mesure d'avoir une armée dissuasive, une armée forte, nous n'allons pas imposer notre souveraineté dans la région de Grand Lac. Et ça, c'est déjà un fait. Mais il faut aussi dire que dans le programme d'action de Mme Judith, elle a prévu de créer les plans stratégiques pour la défense. Très bien. Ce qui va permettre, n'est-ce pas, durant ces quinquennats, que nous sachions au moins que, voilà notre stratégie, en fait, en termes de plan, en fait, vous voyez, ça c'est déjà une très bonne chose. Parce que chez nous, nous oublions une chose. Le pays voisin, lorsqu'on parle de la question sécuritaire, c'est qu'ils mettent des gens là-bas qui font 10 à 30 ans. Mais nous, c'est quoi? 5 ans après, on enlève le ministre de la Défense, il a envoyé au ministère des Transports. 5 ans après, on prend un autre, il sait pas moi, il a l'agriculture, il devient ministre de la Défense. C'est ça le problème. C'est cette rupture-là, en termes de la continuité de la chose publique, qui pose problème. Merci beaucoup. Répondez maintenant à ma question. Là n'est pas le problème. Voilà. On a compris que voilà, les coups d'État ratés, tout ça, la question du Rwanda, il est d'une grande importance de parler de la sécurisation du territoire national. Mais, eu égard au travail qui est fait par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, nous pouvons quand même dire qu'il y a une lueur d'espoir. Okay. En le sens que... Il y a beaucoup de gens qui priaient qu'ils puissent revenir. Tout à fait. Il y a au moins une lueur d'espoir dans le sens que nous... Vous en faites partie? Non, moi je suis journaliste. Ah, d'accord. Moi je suis journaliste. Répondez à ma question. Alors, voilà, vous m'avez perturbé. Alors, comme je disais, c'est une lueur d'espoir par rapport au travail qui est fait. Oui. Là, on peut au moins se dire, nous ne pouvons pas être dans une entreprise où les DG s'appellent Kaboué, les DGA s'appellent Kaboué, les secrétaires s'appellent Kaboué. On a l'impression qu'ils viennent de la même famille. Non, mais vous connaissez, il y a beaucoup de mbouillis. Non, c'est ça le problème. C'est pas le problème. C'est que nous sommes habitués, quand on nomme un DG, il prend ses frères, neveux, nièces, cousines, ils entrent dans... Et s'ils sont compétents? Écoutez, cher ami, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Au Congo, lorsqu'on veut se donner une sorte d'ossature d'hommes justes, on se dit, est-ce qu'ils sont compétents? Non, on se connaît. Nous connaissons comment ça se passe. Vous êtes compétent seulement quand les frères... Voilà. Nous connaissons ce qui se passe ici, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Ça ne va pas nous surprendre. Okay. Mais moi, je crois que s'il y a des mécanismes mis en place par la fonction publique, par le grand service public de l'État, ça peut permettre, n'est-ce pas, que l'accès à l'emploi, que ça ne soit pas une histoire des enfants d'abord. Non, c'est un problème. Ce n'est pas une histoire de recommandation. Tu es compétent, tu accèdes. Voyez un peu. Parce que nous avons un sérieux problème en termes d'éthique de ceux qui dirigent l'entreprise de l'État. On a un problème. Vous arrivez au niveau d'un poste frontalier pour traverser Congo, aller au Rwanda. Mais les services prévoient que les formalités sont gratuites. Mais tu verras un Congolais bien habillé, teint de clé, dire, papa, au tigre Kagabo. Vous voyez un peu. Et pourtant, les services qui est prévu là-bas, il est gratuit. Vous voyez. Moi, je crois que nous avons un problème d'éthique. Voilà. Il faut que le code d'agent public de l'État soit vulgarisé afin que chacun connaisse qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. Mais aussi, moi, je voudrais ici parler de la réforme de la fonction publique. La réforme. Très bien. Il faut la réformer. Il faut la... Ça va vous donner, Paul Giresse. En faisant quoi concrètement? Paul Giresse, il faut que la loi soit dissuasive, il faut que la loi soit forte, il faut que nous puissions trouver des hommes sérieux lorsqu'ils vont appliquer la loi. Est-ce que vous imaginez que il y a des gens, des citoyens fictifs sur des listings? Il n'existe que des noms. Tu verras un monsieur X dans un coin, il perçoit l'argent de plus de 30 personnes. Bamsou va Koufa déjà. Vous voyez un peu. On ne sait pas qui est vivant et qui est mort dans ces pays. Et que, voilà, il y a même des listes pour avoir un matricule. Ça se passe à Willery. Non, viens me voir là-bas, donne-moi $30. Et ça, là, à Willery? Ah ben, je vous dis. Ça, là, ça traduit vraiment les nivellements vers le bas qui caractérisent le citoyen congolais. Et c'est déplorable. Moi, je crois que la ministre, la première ministre, devra vraiment mettre l'énergie pour que nous puissions... Quand on te demande, il est qui dans cette entreprise? Non, il est passé par l'ENA, il est passé par... Voilà, c'est ça ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Quand vous parlez de Willery, vous m'avez rappelé Nyangwe Chonchon Mutupa. Je suis à vous. On parle de service public. M. Ringin doit relever une chose importante. Vous verrez un agent de l'État qui a 3 numéros matricules. Le matin, il vient ici, à midi, il part travailler là-bas, il dit que non. Si je viens seulement signer, mais là-bas, je pars travailler.
La polyvalence. La polyvalence. Et s'il faut que le gouvernement souminois, pour trouver la solution une bonne fois pour toutes à ces problèmes, que devrait être fait concrètement? Je vais t'étonner parce que ma réponse sera simple et courte. Ok. Laisser l'administration aux administrateurs. Ne pas politiser l'administration. Qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là, ils viennent d'où? Il faut que nous nous posions cette question-là. Ils viennent d'où? Mais quand elle est nommée, il amène 5, 6 membres de famille, 12 membres du parti politique, et puis sans compter les mamans et les vice-mamans. Ces gens-là viennent de là. Des affirmations graves. Oui, ils viennent de là. Nous observons, nous sommes journalistes, nous vivons dans la société. Nous interprétons ce que nous voyons dans la société. Oui. C'est de là où viennent ces gens-là. Et les administratifs restent mains liées. Qu'est-ce que vous avez à dire contre le DG ou son Excellence? Parce que nous les appelons comme ça, nous aimons les appeler comme ça. Ces gens-là viennent d'où? Ils viennent de là, ils viennent de familles, ils viennent de partis politiques. Or, les administrateurs ou les administratifs connaissent leurs besoins en hommes. Nous sommes par exemple, je prends un ministère ou une direction, à la DGI par exemple. Nous avons combien de postes vacants? Nous en avons 7. Nous avons besoin de quelles compétences à ces 7 postes? Nous avons besoin de tel et tel autre. On organise un concours de recrutement. Et ceux qui vont bien se comporter, ils bénéficient du poste. Mais ici, c'est la politisation de l'administration publique. Le vrai problème, n'allons pas loin. Là où on a besoin de 5 personnes, son Excellence écrit, c'est 25 qui arrivent. Comme c'est une recommandation de son Excellence, vous allez dire quoi? Et du parti. Si c'est le parti qui mandate 50 personnes, là où on avait besoin peut-être que de 2 personnes, vous faites quoi? Et souvent, les politiques confondent la création d'emplois et l'embauche dans les services publics. Voilà. Très bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 entreprises publiques telles que l'ONATRA, l'ex-ONATRA, qui fait pratiquement faillite. Qu'est-ce que l'ONATRA produit? À cause du nombre pléthorique d'agents. Chaque DG qui arrive, chaque DGA, chaque parti qui se dit non, et à tourner, Bisotokata, et ça, Congo, et ça, Moussounianzoko. Chacun peut s'étayer une part belle. Voilà. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, laissez l'administration aux administratifs. Merci. Dépolitiser l'administration publique. La solution est simple. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka, même question. C'est la même chose. L'administration a été politisée. Vous voyez, quand on prend des politiques pour placer dans les services publics qui viennent des partis politiques, ils doivent satisfaire les jeunes du parti, les cadres du parti. On vient, on ramène tout ce monde-là et ça crée du désordre indescriptible. Mais il y a aussi les renforcements des capacités, c'est aussi donner des moyens conséquents à nos entreprises publiques. Vous voyez par exemple l'Office des routes aujourd'hui. On a du mal à avoir des bonnes routes parce que ce service n'est pas suffisamment outillé pour vérifier la qualité, contrôler. On nous fait des routes, comme le disait un député, des routes à usage unique. Après 6 mois, ça se détériore. Bon. Je ne t'interromps pas. Parce que dans l'opinion publique, on pense que l'OCC n'a que devoir de vérifier les produits à l'entrée. Alors que même les routes, même tous les travaux publics, l'OCC a le devoir de vérifier si... Mais pourquoi l'OCC ne vérifie pas? Ils répondent aux normes. Pourquoi ils ne vérifient pas? Mais il pose toujours des problèmes des moyens. La logistique. Des moyens. Sûrement. Donc il faut vraiment renforcer nos... Il y a des entreprises qui devraient nous aider. Parce que ce n'est pas normal. Vous avez des entreprises qui doivent faire des routes, qui doivent même identifier les élèves à travers les territoires nationaux. Mais vous avez
des entreprises extérieures, étrangères qui viennent pour faire le travail et vous allez juste les accompagner. Ce n'est pas normal. On doit renforcer, et là, vraiment, madame a totalement raison, il faut renforcer les capacités de ces entreprises-là pour nous permettre, nous-mêmes, de faire le travail comme il se doit. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous accorde 30 secondes chacun pour boucler complètement cette émission. Je commence avec M. Henri Nguindou. Après, je vais prendre Chanchon Moutoupa. Amigo Sakasaka aura le bonheur de clôturer l'émission. Henri Nguindou, 30 secondes. Les 6 piliers du gouvernement souminois, utopie ou réalité? On vous écoute. Parlons bien, parlons peu, parlons intelligent. Ce gouvernement que j'ai qualifié de gouvernement de pitbull, par le leadership de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui incarne la confiance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui se bat nuit et jour avec la diplomatie agissante pour, n'est-ce pas, remettre notre pays sur les orbites du développement en Afrique et dans le monde. Ce gouvernement, ça va vous donner, cher Paul Jurès, c'est un gouvernement qui aura beaucoup de bons résultats. Beaucoup de bons résultats, parce qu'il suffit de voir le travail qui a été fait par la dernière version de Samalou Condé. C'est que moi, j'en suis convaincu que sur le plan de l'économie, ce gouvernement aura l'avantage, n'est-ce pas, de stabiliser notre cadre macroéconomique, mais aussi de protéger le pouvoir d'achat. Avec la présence de Moukoko. Tout à fait. Et je crois que ce ne sont pas les intelligences qui nous manquent dans ces gouvernements, mais aussi, ça c'est un cri de cœur que je lance à Madame Judith, c'est que nous puissions trouver des solutions par rapport à la situation de l'Est. Plus de 3 décennies, nous n'avons pas de solutions. Et je suis très content que la question liée à la sécurisation du territoire national puisse gober 20% du budget national, et ça, de proportion du budget national, et ça, c'est un élément très important. Merci beaucoup, Henri Nguindou. Chanchon Moutoupa, 30 secondes. Le 6 piliers du gouvernement souminois, utopie ou réalité? Je ne dirais pas utopie, mais c'est loin d'être une réalité. Mais c'est quoi concrètement? Concrètement, je leur souhaite une chance. Ils peuvent qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas une utopie, moi c'est encore une réalité, mais c'est quoi? Mais il y a une sagesse. Il y a une sagesse africaine qui dit on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Okay. J'ai l'impression qu'on veut tout faire au même moment. Or, il y a de priorités, comme l'a dit mon frère ici sur ces plateaux. La sécurité, c'est vraiment une priorité de priorité. Alors le social? Le social, bon. C'est encore... Vous avez beaucoup d'argent, voilà pourquoi les sociales ne vous intéressent pas trop. Mais sans la sécurité... Ne me demande pas d'aller dans le fond. Même cette sécurisation-là passe par le social. Sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, même ceux qui iront au front doivent avoir le moral. Merci beaucoup, Chanchon Moutoupa, amigo Sakasa. Je boucle avec vous. Gouvernement souminois, les 6 piliers, utopie ou réalité? Utopie, non. Réalité, on attend voir. Non, s'il vous plaît. On attend voir. Amigo, s'il vous plaît. Amigo, utopie, non. Oui. Alors, réalité? On attend voir. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, comme Nguindou vient de le dire, Madame a l'appui de tout le monde. Ok. Elle a l'appui du chef de l'État, elle a une majorité confortable à l'Assemblée, elle a tout pour réussir. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut la bloquer pour ne pas atteindre les... Sam avait le même soutien. Bon, Sam, il faut déjà l'oublier. Concentrons-nous sur Souminois. Elle a tout pour réussir. Mais tout le monde l'appuie. Il fait partie du ticket gagnant oui, au Sénat. Tout le monde, en tout cas, tout le monde... Nous sommes loin de l'oublier. Tout le monde est d'accord pour l'appuyer, pour qu'elle puisse réussir. C'est la première fois dans ce pays qu'on ait une dame à la tête du gouvernement, bien que son premier gouvernement a eu aussi la première démission d'une dame. Mais pourquoi vous insistez? Bon, ce sont des faits. Contre le féminisme, je vois. Ce sont des faits. Mais malgré ces couacs, on pense qu'elle a tout pour réussir et on attend voir d'ici 3 mois pour évaluer un peu ce qui sera fait.
Merci beaucoup, Chanchan Moutoupa. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Merci beaucoup, Henri Nguindou, pour votre présence. Madame, monsieur, votre magazine et Duke Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci. Je dis un grand merci à Félicie Tungwa qui a supervisé cette émission. Elle s'est battue bec et ongle pour la production. Félicie Tungwa, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, mon ami Soukami Jojo HD, le seul caméraman derrière ces 5 caméras. Merci beaucoup Jojo. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique dirigée par Caleb Mukendi, Philo Moana et Dorcas Mukenga. Madame et messieurs, votre magazine touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que le Seigneur puisse soutenir le gouvernement de Pitbull. Au revoir.